sont 2 petits kilos, rien que 2 petits kilos qui comprendront des connaissances vieilles de plus de 4 milliards d'années. La Chine s'apprête à collecter des échantillons de la Lune et pour ce faire, elle a envoyé, vous le voyez, une sonde hier après-midi dont le décollage a été très scruté par une partie des Chinois. De quoi faire avancer la science, nous dit Pékin, sauf qu'il y a peut-être un projet militaire derrière tout ça. Pour tout comprendre, c'est le temps des cartes. Avec vous, Aurélien Duchesne, comme chaque week-end, notre consultant géopolitique et défense LCI. Tout part évidemment de la Chine. Pas forcément de cette grande partie qu'on connaît, mais plutôt d'une petite île qui est juste en bas, juste ici, l'île qu'on appelle Hainan, et qui a cette fameuse base de Wenchang, qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est de là qu'est partie la fusée qui est partie hier. Qu'est-ce que c'est que cette base exactement ? C'est un peu équivalent de ce qu'on a, nous, en France, avec la base à Kourou, en Guyane. Pourquoi ? Parce que l'intérêt géographiquement et qu'on se rapproche le plus possible de l'équateur, et il est plus simple de lancer, de faire des lancements de fusées depuis l'équateur. Et ce complexe qui devient énorme est en train de devenir un petit peu la base avancée du programme spatial chinois, de devenir une superpuissance de l'espace au niveau civil et potentiellement au niveau militaire. Alors on va vous emmener là où on n'a pas vraiment l'habitude de vous emmener dans le temps des cartes, c'est-à-dire en dehors du monde. C'est-à-dire qu'on va vous emmener carrément dans l'espace. Avec, c'est vrai, cette visée de la Lune qui est, rappelons-le quand même, à 384 000 km. Ça fait c'est pas à l'échelle, hein, c'est sûr que... C'est pas à l'échelle, exactement. On a fait en sorte de résumer ça pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on regarde la rotation de la Lune, où qu'on soit sur la planète, on assiste au même spectacle. On voit la même face de la Lune. C'est-à-dire qu'il y a une face de la Lune qui est constamment cachée. Ça semble une évidence, mais tout le monde ne le sait pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cachée du Soleil, elle a bien accès à la lumière, mais elle est cachée de la Terre. On ne peut pas la voir. Donc ce qu'on cherche à scruter, c'est justement de la part des Chinois, cette face cachée. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on attend des découvertes qui pourraient avoir lieu sur cette face de la Lune ? Si on regarde par exemple les extractions de roches lunaires, tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, c'était la face, on va dire, visible de la Lune. Là, ce serait la première fois qu'un pays irait de l'autre côté pour justement récupérer du rhéolite lunaire ou d'autres matériaux qui auraient des propriétés inconnues. Sans entrer dans le détail, je suis devenu moi-même expert en Lune depuis ce matin. Il y a par exemple l'exposition au Soleil, il y a l'historique aussi de la Lune. Et quand on commence à forer, parce que c'est de cela dont il s'agit, un bras robotique qui va forer sur la surface de la Lune, la face cachée de la Lune a aussi des propriétés géologiques, une composition différentes qui peuvent aussi faire avancer. Ce qu'on voit toujours dans l'exploration spatiale, en fait, c'est que là où on cherche, on va finir par trouver des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et l'intérêt de chercher de manière très large, alors au plan géographique, bien sûr, en termes d'échelle, mais aussi en termes de visée, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver de l'autre côté. Donc, tout peut être intéressant. Et donc, on peut déboucher sur de nouveaux champs de recherche auxquels on n'aurait jamais pensé. De toute façon, c'est ça le propre de la recherche spatiale, on avance à tâtons. Alors pourquoi cet endroit, vous allez me dire ? Eh bien parce que, regardez, si on regarde le relief de la Lune, eh bien on voit que la partie où on va aller, c'est celle-ci, celle qui est en fait, j'allais dire, la moins élevée. C'est-à-dire que là où c'est rouge, ce sont bien sûr des montagnes, ou en tout cas des monts. Et ce qui est en plus foncé ici, c'est en effet des endroits où la croûte lunaire est la plus faible. Donc c'est-à-dire qu'on peut effectivement forer plus facilement et avoir accès plus facilement à ce qui se trouve à l'intérieur de la Lune. Alors rappelons quand même que cette Lune, là on y a envoyé la sonde Chang'e, c'est ça ? Chang'e 6. Mais il y aura également d'autres engins comme Chang'e 7 ou Chang'e 8. Alors celle qui porte le nom de Chang'e 7, elle explorera donc le sol lunaire à la recherche d'eau, ce sera dans un deuxième temps. Et ensuite la Chang'e 8 tentera d'établir la faisabilité technique de la construction d'une base d'ici à 2030, probablement d'ailleurs alimentée par l'énergie nucléaire. Les Américains estiment que justement Pékin dissimule à travers ça un objectif militaire. Qu'est-ce que ça peut cacher en vérité ? Normalement, nous avons tous signé, la Chine incluse, des traités contre l'arsenalisation de l'espace. Ça inclut aussi bien l'orbite proche, donc tout ce qui gravite autour de la Terre. On ne va pas mettre d'armes autour de la Terre. Et normalement, la Lune est censée être exempte, vierge de revendications territoriales. Personne ne devrait revendiquer la Lune. Et encore moins de militarisation de la Lune. Sauf que quand on regarde, d'une part, le programme spatial chinois en lui-même, y compris sur la Lune, il y a une dimension dite duale, c'est-à-dire que les recherches du civil vont vers le militaire. La NASA américaine est née comme ça, de base, c'est une administration militaire. Les Chinois pourraient faire pareil, c'est ce que pensent les Américains. Et du côté des coopérations avec la Russie, parce que la Russie aussi est soupçonnée d'avoir des ambitions militarisées vers la Lune, les Chinois et les Russes coordonnent de plus en plus leur programme. Et aujourd'hui, un programme, on va dire,
lunaire, désolé pour le jeu de mots, serait l'idée que oui, ça c'est, je suis pas très original ce matin, il y aurait l'idée de développer une centrale, par exemple miniaturisée, pour fournir en énergie des bases lunaires russo-chinoises. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. On se donne un objectif 2033-2035. Là aussi, quand même, on voit bien que effectivement, la Russie et la Chine sont dans un process bien à part, mais ça n'est pas le seul pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays au monde où on songe à la chose lunaire, en tout cas à la chose spatiale. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, il y a 11 pays dans le monde où on a ne serait-ce qu'envoyé un satellite, où on connaît la chose spatiale. Évidemment, États-Unis, France, Royaume-Uni, Israël, Iran, Inde, Chine, Corée du Nord et du Sud, Japon, Russie. Il y a quand même, encore une fois, une espèce de course qui a été relancée vis-à-vis de ça. Oui, une course à l'espace dont la Lune est à la fois, j'ai envie de dire, l'objet, parce qu'il y a les intérêts scientifiques, voire militaires, et la Lune sera aussi un point d'appui pour d'autres explorations. Si on veut aller plus loin vers le système solaire, notamment vers Mars, ou encore les astéroïdes, là on voit des États, mais il faut aussi penser à des puissances non étatiques. Le patron de Amazon, Jeff Bezos, par exemple, lorgne ouvertement sur la ceinture d'astéroïdes. Pourquoi ? Parce que ces astéroïdes sont riches en terres rares, comme on dit, c'est-à-dire des métaux utilisés, par exemple, dans l'industrie numérique. Les grandes puissances lorgnent toutes vers la Lune. La Russie, par exemple, a techniquement atteint la Lune à l'automne dernier avec une sonde qui s'est crashée. Donc ils ont quelque part atteint leur but, mais seulement à moitié. Et si l'on regarde du côté, par exemple, des Américains, il y a l'idée, alors ce sont les seuls, évidemment, à avoir mis leur drapeau sur la Lune, il y a l'idée d'y retourner et cette fois d'y rester, pour reprendre le slogan de la NASA. Artemis 3. Le programme Artemis 3, alors... Pour 2026, normalement, l'idée est que d'ici 2 ans, nous reverrons des Américains sur la Lune. Ça va sans doute être un peu plus tard. Et côté chinois, il y a l'ambition, là encore, de quelque part de faire ce que l'URSS à l'époque n'avait jamais réussi à faire, c'est-à-dire de rejoindre les Américains sur notre satellite. La Chine veut mettre des hommes en 2030 sur la Lune et commencer un vrai programme, cette fois de colonisation. Quand on dit colonisation, on n'est pas encore à des films de science-fiction, mais progressivement, l'idée, c'est que cette fois, on va avoir une présence permanente. Puis il y a l'Inde aussi qui s'y est mêlée il y a peu de temps avec un lancement réussi. Ça aussi, ça a peut-être de quoi faire paniquer un peu Pékin. Oui, ce sont des attributs de superpuissance, quelque part, d'être ceux qui vont aller là où les Indiens ont des ambitions supérieures à celles des Européens. Pour mettre les choses en perspective, nous, l'Agence spatiale européenne, pour donner une anecdote, la France a le 2e budget spatial au monde par habitant. Nous sommes encore une grande puissance moyenne, on va dire, dans le domaine spatial. Eh bien, les Indiens sont en train de faire une course à l'espace contre la Chine. C'est une compétition entre ces 2 puissances spatiales émergentes. Merci beaucoup Aurélien. Place à nos autres experts à présent. Avec Aline Lebaille-Crémer, bonjour à vous, journaliste et cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Vincent Hugeux, bonjour à vous. Bonjour. Grand reporter et essayiste. Et Patrick Gautrat, bonjour à vous. Diplomate, ancien ambassadeur de France en Pologne et au Portugal, auteur de Mémoire portugaise. Alors, cette expédition, il faut quand même le rappeler, elle va durer normalement 53 jours. Ça se fait complètement à l'aveugle. C'est-à-dire que, effectivement, parce que c'est la face cachée de la Lune, il n'y a absolument plus aucun moyen de communiquer avec cette fameuse sonde. Le but, c'est donc d'en savoir davantage sur ce qui compose notre satellite. Écoutez. Nous savons que la face cachée de la Lune est très différente, qu'elle est constituée de matériaux différents, qu'elle a une histoire différente de celle de la face visible de la Lune. Et la compréhension de ces détails nous apprendra beaucoup sur la formation de la Lune. Voilà Vincent, je comprends bien qu'au-delà de l'aspect, j'allais dire, purement scientifique, il y a aussi un aspect, comme on le disait, de course à finalement la conquête spatiale, de nouveau. C'est-à-dire que la Chine, à travers ça, essaye de montrer qu'elle sera la première à prélever un échantillon à cet endroit-là. Proverbe chinois, quand le sage montre la Lune, l'idiot regarde le doigt. Adaptons-le aux circonstances. Quand le sage montre la Lune, l'occidental regarde la sonde. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la conquête spatiale, quelles que soient ses modalités, civiles ou militaires, une dimension de rivalité de puissance. Souvenez-vous par exemple de la meurtrissure qu'avait été pour l'Union soviétique le programme Apollo 11. Et les Américains eux-mêmes avaient riposté, c'était en 61, au temps de John Fitzgerald Kennedy, aux avancées soviétiques, notamment avec le programme Sputnik. Et donc 61, JFK décide de lancer un programme extrêmement volontariste. 69, on a donc le premier pas sur la Lune. Et donc, en réalité, la Chine s'inscrit aussi aujourd'hui dans le même contexte. Cela posé, soyons prudents. Alors, je ne m'aventurerai pas sur le terrain scientifique, pour lequel je n'ai guère de compétences. Ne fantasmons pas non plus
même si je sais que la période que nous vivons est jugée anxiogène par la plupart de nos téléspectateurs, il n'y aura pas demain de conflit nucléaire dans l'espace. On n'est pas sur un roman de Barjavel, on n'est pas là-dessus. On n'y est pas encore. C'est-à-dire que vous vous souvenez peut-être que dès février dernier, il y avait eu des fuites qui venaient de Washington, qui avaient été en partie seulement confirmées par la Maison-Blanche sur l'hypothèse d'armes dans l'hyperespace. Bon. Et puis en réalité, certains médias américains avaient évoqué même la nucléarisation de cet arsenal. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Ce qui avait été d'ailleurs démenti à l'époque par les autorités américaines. Mais je veux dire, revenons sur la Chine. Vous savez à quel point, notamment depuis l'arrivée de Xi Jinping à la tête de la République populaire, il y a une sorte de marche forcée, notamment sur ce domaine-là. Parce qu'encore une fois, c'est un enjeu et un symbole de puissance. Donc les Chinois ont la volonté de jouer en première ligue en la matière pour effectivement, peut-être en liaison avec leurs alliés russes, en quelque sorte faire pièce aux ambitions américaines. D'autant que cette rivalité avec les Américains, les Chinois ne s'en cachent même plus, écoutez. Nous suivons de très près le développement des États-Unis et espérons que nos homologues américains atteindront bientôt leurs objectifs. Bon, comme ça, au moins, c'est dit. Effectivement, mais là-dedans, on a oublié un acteur, c'est la Russie, qui semble, alors je ne vais pas dire avoir disparu sur le sujet, mais qui, là, du coup, n'est pas au premier plan. Ça va peut-être la faire un peu grincer des dents, Aline Lebecq-Reber. Oui, en même temps, la Russie a essayé quelques expériences aéronautiques ces derniers temps qui se sont conclues par des échecs retentissants aussi. Ce qui a derrière toute démonstration de force spatiale, c'est aussi une démonstration à la fois politique, économique, et ça dit quelque chose de certaines intentions. Et là, sur la Chine, on peut noter aussi, et c'est pas sans lien avec la Russie, c'est qu'il y a un alignement de beaucoup de démonstrations de présentation de supermissiles, de porte-avions, le fameux porte-avions d'ailleurs dont il est question ces derniers temps, accessoirement, porte le nom d'une province taïwanaise. Donc il y a aussi tout ça derrière ce type de démonstration. Il y a un challenge économique, il y a une rivalité absolue avec les États-Unis. Les États-Unis ne s'en cachent pas non plus. Ouais. Et d'ailleurs, derrière, si cette mission réussit, parce qu'accessoirement, elle n'est pas encore réussie, la sonde n'est pas encore revenue avec les 2 kilos d'échantillons envisagés. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la concurrence très assumée des deux côtés. On rappelle encore, Blinken répond très aisément à cela, à la relation avec la Chine. C'est une rivalité très assumée. Donc il y a une course là-dessus qui est assez évidente. D'autant, Patrick Gautra, que la Chine, elle est exclue de l'ISS depuis 2011, je crois. C'est-à-dire que les États-Unis ont interdit à la NASA de collaborer avec les Chinois. Donc mécaniquement, on les pousse, j'allais dire, à s'associer avec la Russie et on recrée un bloc de fait. Et les Chinois sont aujourd'hui le 3e sur la Lune, dans disons la conquête de la Lune, mais ils aspirent très clairement à être second et à être le partenaire majeur des Russes. Il y a un point qui m'a paru surprenant en étudiant un peu le dossier, parce que je ne suis pas du tout, moi non plus, un spécialiste de ces questions, c'était que la France participe à l'opération par l'un des matériels. Il y a 4 matériels fournis par des pays étrangers, dont la France. Donc cela et le CNES. Donc cela est intéressant et un peu contradictoire avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le caractère dual. Parce que personnellement, sans dramatiser, je ne peux pas penser que les Chinois font quoi que ce soit sans avoir des objectifs derrière de caractère stratégique et militaire. Et ben, en même temps, j'étais très surpris, je ne vous le cache pas, de voir que il y avait une coopération internationale, en tout cas avec nous, sur cette affaire chinoise. Ça peut détendre l'atmosphère pour la visite du président chinois la semaine prochaine. Tout à fait. J'ai été aussi intrigué par cette dimension-là, donc cet instrument qui s'appelle le DORN, qui est vocation à détecter, à mesurer le radon, qui est un gaz radioactif produit dans le sol lunaire par la désintégration de l'uranium. Alors, je mesure bien l'intérêt pour des scientifiques français qui bossent là-dessus depuis des lustres de s'associer à cette aventure, mais en termes de message diplomatique, c'est quand même assez paradoxal. D'autant plus que, rappelons-le, les Américains ne font pas mystère, on l'évoquait à l'instant, du fait qu'ils considèrent que les programmes dits civils chinois dissimulent
d'une manière plus ou moins subtile, des ambitions de nature militaire. Donc je ne suis pas certain que de l'autre côté de l'Atlantique, on soit absolument ravi de cet épisode de coopération.